Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du vendredi 15 janvier d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter et analyser cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, une actualité assez chargée. On commence par, j'allais dire quelque chose peut-être un peu plus léger, les nouveaux lancements du côté de chez Samsung, des nouveaux smartphones. Alors, on le sait, hein, chez Apple, c'est l'iPhone 12, on incrémente tous les ans, et chez Samsung, c'est le Galaxy. Donc on ne fera pas le jeu de mots de la Galaxy de lancement, mais c'est un peu ça quand même. Alors en fait, pourquoi on l'a retenu? Parce que tout simplement, alors comme vous le disiez, c'est le Galaxy de Samsung, c'est la gamme S, et plus précisément c'est le S21. Et pourquoi on l'a retenu? Parce qu'en fait, d'abord il y a le contexte général dont on parlera juste après, mais il se trouve qu'avec ce nouveau modèle, il y a l'utilisation possible d'un stylet. Donc c'est assez nouveau, c'est pas tellement innovant parce que oui, moi je me souviens d'un Palm Pilot que j'avais à la fin du siècle dernier, qui d'ailleurs au bout de quelques mois ne fonctionnait plus. C'est-à-dire qu'en gros il fallait appuyer sur l'écran, non pas là où il fallait écrire, mais un petit peu à côté parce qu'il y avait un décalage. Donc j'ose espérer que la technologie a avancé, mais en tout cas en ce qui me concerne, effectivement, j'avoue que je suis assez sensible à l'utilisation d'un stylet à la fois sur un smartphone ou une tablette. Donc on l'a retenu, il y a 3 modèles et les prix là, Samsung s'est inspiré un peu d'Apple parce qu'on est quand même, si on regarde les prix aux États-Unis, c'est 800, 1000 et 1200 $. Donc ça commence à Après, à faire. C'est avant les remises opérateurs quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, néanmoins, alors cette annonce, elle intervient, donc c'est le CES en ce moment. Hein. Enfin, c'est la version virtuelle du CES. En version virtuelle qui finalement n'est pas comparable au CES actuel. Hein. Il y a eu ça a été assez largement réduit en termes d'acteurs présents sur ce salon virtuel. Et donc, on est dans un contexte en 2020 où, contrairement aux PC, qui ont finalement pas explosé, mais enfin, c'était une très très bonne année. Là, on est dans un monde de smartphones un peu en compression, puisqu'on était à -6, -7%. Bon, sachant quand même qu'on est à des volumétries qui sont toujours aussi impressionnantes. Il s'est vendu l'année dernière près de 1,3 milliard de smartphones. Donc si on raisonne assez rapidement, il y a un peu plus de 7 milliards d'habitants sur la planète. Mettons qu'il y en ait 4 qui soient éligibles à avoir un smartphone. Si vous faites le rapport, ça veut dire qu'en gros, on change de smartphone tous les 3 ans. 3 ans, oui. Bon, c'est quand même assez rapide. Donc c'est dans ce contexte-là, et sachant qu'il y a une bataille quand même qui est actuellement qui se joue, puisque Samsung avait perdu un peu de part de marché, et va essayer de profiter des difficultés de Huawei, pas nécessairement d'ailleurs de Huawei en propre, mais plutôt, je dirais, de l'accueil que lui font les gouvernements. Donc Samsung va essayer de récupérer des parts de marché, notamment avec l'annonce de ce nouveau modèle. Mais bon, c'est un marché qui est extrêmement réactif. On voit bien, il y a des mouvements qui se font, je dirais, d'une année sur l'autre. Très bien, Guy. Alors, j'allais dire, sur le marché des smartphones, il y a une mise à jour tous les ans. Sur un domaine peut-être beaucoup plus professionnel qui est celui des bases de données du côté de chez Oracle, pareil, on a un droit à notre mise à jour annuelle en début d'année. Alors, bon, du côté, on essaie aussi un peu d'innover du côté de chez Oracle. Cette fois-ci, c'est le blockchain qui est mis en avant. C'est la version 21, donc aucun rapport avec le Galaxy, hein, mais enfin c'est la 21, 21C d'ailleurs, je crois. Et donc, comme vous le disiez, et c'est Oracle lui-même qui a voulu mettre ça en avant, c'est l'apparition ce qu'ils appellent une blockchain table. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fonctionnalité blockchain à l'intérieur de la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on peut, quand on crée une table, on la crée, on la lit, mais c'est tout. On peut plus rien en faire. Elle ne peut plus s'effacer. Et donc ça veut dire que, en gros, c'est une propriété de la blockchain traditionnelle, bien connue, sachant quand même que les puristes font remarquer, à juste titre, j'en sais rien d'ailleurs, en disant que la blockchain traditionnelle, c'est à la fois techniquement et politiquement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité qui pilote quoi que ce soit. Là, c'est la base de données qui pilote cette blockchain table. Donc ça veut dire que
que malgré tout, à un certain moment, on doit pouvoir intervenir. Mais donc, on crée les données et on lit les données. Et donc, l'intérêt de ça va être en particulier parce qu'il y a une conséquence technique, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un débit qui est plus élevé, un temps de latence qui est plus faible. Donc, pour des transactions financières importantes, à la fois pour les banques, les assurances, les marchés financiers, qui ont besoin de volumétrie importante, ça peut être utile. Donc, c'est ça l'intérêt. Après, on verra à l'usage si c'est... Au-delà du marketing. En tout cas, c'est une des innovations qui a été présentée par Oracle pour cette nouvelle version de sa base de données, sachant que Oracle... on se souvient quand même, c'était un des premiers acteurs du SGBD relationnel dans les années 80 et toujours un acteur prépondérant, sachant qu'il y a eu des acteurs qui se sont créés, notamment dans l'open source. Et alors, dernier point, ça peut être, une fonctionnalité intéressante dans la mesure où on a vu ces derniers temps toutes les fuites de données qu'il y a eu dans des bases de données comme MySQL ou MongoDB, par exemple. Donc, pour des besoins très spécifiques, c'est une forme de réponse qui sera bien accueillie vraisemblablement. Par le marché, très bien. Alors Guy, justement, vous parlez de sécurité, on y vient avec quelque chose qui était attendu, la certification d'OVH Cloud, SecNum Cloud. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, OVH Cloud se met au niveau d'autres acteurs pour certifier son offre. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pour son offre Hosted Private Cloud, donc cloud privé. Donc, c'est un label, une certification qui est délivrée par l'ANSI, donc qui permet en particulier à OVH à répondre à des appels d'offres pour les OIV ou les OSE. Donc opérateurs d'intérêt vitaux. Et donc c'est une montée en puissance toujours de OVH en tant qu'acteur du cloud, sachant que cette certification c'est pas délivrée ad vitam aeternam. Il faut quand même maintenir un certain niveau de sécurité et donc en gros ça permet à OVH d'être certifié jusqu'en juin 2022. Donc ça laisse un peu de temps, mais enfin ça va venir assez rapidement. Mais bon, il y a pas de raison particulière de penser que puisque OVH l'a obtenu aujourd'hui, ne pourrait pas le maintenir dans les années à venir. Donc OVH continue sur sa lancée et devient vraiment un des acteurs importants au niveau européen dans le domaine du cloud. C'est plutôt évidemment une nouvelle qu'on attend avec plaisir. Alors on en vient à ce qui est clairement l'info de la semaine. Ça se passe entre Intel et VMware avec la démission de l'actuel PDG d'Intel. On sait qu'Intel en ce moment c'est compliqué avec les concurrences sur AMD, Nvidia et l'arrivée surprise du patron de VMware qui est un ex-Intel, ça devient compliqué, à la direction d'Intel. Si on peut résumer un peu tout ça, Guy. Oui, alors donc en fait, comme vous dites, il a démissionné. Il a été démissionné. Il a été démissionné vraisemblablement, et comme vous le disiez, en raison des performances un peu pas excellentes d'Intel, si je puis dire. C'est moins qu'on puisse dire. Donc c'est Bob Swan qui a été démissionné, qui succédait à Brian Krajnik, qui était là provisoirement en remplacement, puis finalement il est resté un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc, clairement, je dirais que vraisemblablement, le conseil d'administration d'Intel a décidé qu'il fallait prendre les choses en main parce qu'on en a déjà parlé ces semaines passées. Intel est dans une phase difficile. Et donc, comme vous le disiez, l'information essentielle, c'est que Pat Gelsinger, qui est le patron de VMware, revient finalement chez Intel, puisqu'il y a passé 30 ans. Et il le fait remarquer lui-même, quand il est arrivé chez Intel, il reportait directement aux trois fondateurs, Noyce, Moore, et puis le troisième, vous allez me le dire. Son nom m'a échappé aussi. Je l'ai plus en tête pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à l'origine, aux origines d'Intel. Il avait été CTO d'Intel en 2009, et on dit qu'il est à
l'origine du fameux 80-486, à l'origine, enfin, qu'il avait travaillé voilà, à l'origine du Wi-Fi, de l'USB, donc il a, je dirais, un palmarès technologique qui est quand même... En tout cas, il a la légitimité auprès des équipes d'Intel, sans aucun doute. Ce qui n'était pas le cas quand même de Bob Swan, qui était plutôt un profil financier. Hein. Oui, tout à fait. Et c'était peut-être pas ce dont a besoin Intel en ce moment. Donc on attendra, évidemment, les effets ne pourront pas se voir en quelques mois. Mais en tout cas, pour Intel, effectivement, c'est une bonne recrue, si je puis dire, et un retour aux sources pour Pat Gelsinger. Donc maintenant, pour VMware... C'est peut-être une moins bonne nouvelle. Effectivement. D'ailleurs, petit détail, il avait été, Pat Gelsinger, donc c'est vraiment quelqu'un qui est... Enfin, je veux dire, qui a une réputation excellente. Établie. Et il avait été pressenti pour la succession de Steve Ballmer chez Microsoft. Bon, ça ne s'est pas fait, on le sait, hein, mais en tout cas... Oui, ça donne une idée du profil. Il pourrait prendre la direction d'un certain nombre de grands acteurs technologiques. Bon, Intel, c'est déjà bien quand même. Hein. Intel, c'est très bien. Bon, alors, autre nouvelle de la semaine qui aurait pu être, j'allais dire aussi, une nouvelle importante, et on reste dans le domaine des processeurs, hein. C'est du côté de chez Qualcomm qui fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Luvia, alors que je pense que nos lecteurs ne connaissent pas forcément, parce que c'est une toute nouvelle société, qui a été créée par des anciens d'Apple, d'ailleurs, hein, qui ont participé à la création des fameux processeurs ARM d'Apple, et justement qu'on peut relier à l'actu précédente, hein, puisque l'idée de Qualcomm, c'est de renforcer son jeu au niveau des processeurs ARM, qui sont évidemment le nouveau champ de bataille, et donc d'aller concurrencer Intel sur notamment le marché des smartphones. Qualcomm s'était engagé sur le marché des processeurs serveurs, puis s'en était un peu retiré, et donc rachète cette société, vous disiez... que nos lecteurs la connaissent sans doute pas, mais pour être franc, moi non plus, je la connaissais pas, qui s'appelle Nuvia, donc à ne pas confondre avec Nvidia. À la lecture, ça peut se faire. Pour 1,4 milliard, c'est quand même beaucoup pour une société qui a été créée en 2019. Ouais. Donc en gros, clairement, c'est pas de la technologie, c'est pas des parts de marché, c'est en gros du jus de crâne, quoi. Enfin, des cerveaux, pour le dire un peu mieux. Cette société avait levé quand même près de 300 millions de dollars, donc effectivement, je pense que les investisseurs avaient confiance dans ses potentialités. Et comme vous le disiez, à l'origine, il y a des spécialistes d'architecture processeurs de chez Apple, de chez Google, donc des très hautes pointures. Et donc pour Qualcomm, qui s'était désengagé un peu du marché des processeurs serveurs et pour les serveurs, et avec tout ce qui s'est passé dont on a parlé ces dernières semaines quand on avait fait le bilan sur l'année 2020 en termes de semi-conducteurs, Qualcomm a senti le besoin de revenir sur ce marché et donc fait appel le rachat d'ARM par Nvidia quand même, hein, évidemment. Exactement. Alors il y avait ARM, il y avait Mellanox, il y avait Cumulus Networks, donc trois acteurs importants. Bon, évidemment, ARM c'était le gros morceau, hein, puisque c'était de l'ordre de 45 milliards, en tout cas des montants très très impressionnants. Donc il se joue vraiment, il y a vraiment une bataille au niveau des semi-conducteurs qui est extrêmement forte, et donc Qualcomm réagit comme il pense que c'est bon de le faire. Bon, ensuite, j'allais dire dans les prochains mois, voire prochaines années, pour voir si c'était effectivement le bon mouvement. Alors sur le dossier de la semaine dit, on parle toujours d'argent, si je puis dire, et on parle de levée de fonds des startups françaises, parce qu'on a un classement qui vient de sortir et qui nous situe au deuxième rang avec européen avec 5,4 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Effectivement, en soi, on ne sait pas. Si on se compare à l'Angleterre est assez loin devant. Hein, c'est plus de 12 milliards. Ouais. Donc comme vous avez vu, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Donc maintenant, c'est à voir de manière un petit peu différente. C'est un petit peu plus que l'Allemagne, 5 milliards d'euros. Donc je dirais que la French Tech, c'est bien tenu. On est à peu près à plus de 600 levées de fonds. Ce qui est intéressant à noter, c'est que donc
sachant quand même que l'année dernière a été une année quand même compliquée. Donc la French Tech se tient bien dans ce contexte difficile. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que je dirais le montant moyen de levée de fonds est plus important. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moins de saupoudrage et c'est plus de concentration sur des projets qui sont jugés intéressants. Donc en particulier, si on regarde les têtes de liste, il y a Vodou. On est dans le domaine du jeu, mais on sait que le jeu, c'est en un termes de technologie, c'est très important. C'est une levée de fonds de l'ordre de 400 millions d'euros, donc c'est très important. Miracle, une place de marché. Une place de marché pour PME, 250 millions. Content Square, donc Content Square, c'est l'analyse du comportement utilisateur, enfin de l'expérience utilisateur, 170 millions d'euros. Donc c'est les trois premiers. Vous voyez, sont des montants importants. Alors, il y en a un qui est intéressant d'ailleurs, c'est qui vient en quatrième, qui s'appelle Insect ou Insect avec un Y. En gros, c'est l'utilisation des insectes pour transformer les insectes en protéines et donc pour la consommation humaine. Donc vous voyez, c'est pas la technologie dont on parle habituellement, mais enfin c'est quand même de la technologie. Donc c'est ça ce qui est intéressant à mentionner, c'est la France numéro 2, la French Tech s'est bien maintenue en 2020 dans un contexte difficile, et 3, il y a une concentration en termes de levée de fonds sur des projets qui sont, je dirais, plus importants, parce que c'est un peu la critique qu'on avait fait ces derniers temps, à savoir qu'il y avait beaucoup de start, mais pas beaucoup de hubs, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des lancements de start-up partout, et puis finalement qui n'aboutissaient pas qui n'allaient pas très loin. Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Très bien. Écoutez, on en restera là pour aujourd'hui, en attendant les prochaines levées de fonds. Et ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un événement chez nos confrères d'IT for Business qui a retenu votre attention sur le thématique de collaboration et la fameuse digital workplace. C'est vrai que c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment, c'est le sujet depuis quelques mois, ça va le rester. Donc effectivement, c'est la matinale qui aura lieu mardi prochain, 9h30 en live, comme on dit, avec tout un tas à la fois chez les fournisseurs, mais aussi chez les utilisateurs, les entreprises. Donc, on a un témoignage de la Poste, de GRDF, donc les gens qui sont spécialisés du workplace justement, et donc les thèmes qui seront traités sont les thèmes dont on parle actuellement. C'est comment s'installer dans la durée avec le télétravail. C'est, je dirais, les problèmes de sécurité, bien sûr, les fonctionnalités qui sont attendues par les utilisateurs. Donc, si j'avais un conseil à donner à nos lecteurs Informatique News, c'est de regarder cette matinale mardi matin de IT for Business. Très bien. Et puis, Guy, on conclut sur un coup de gueule, je vais y arriver. Un peu politique, faut le dire, pour une fois. Oui. Du côté de chez GitHub, où visiblement, tout n'a pas été bien compris. Non, alors, GitHub, rappelons quand même, une filiale aujourd'hui de Microsoft. Alors, il n'est pas impossible que Microsoft réagisse pas. Bon, on verra ça après. En fait, c'est parti d'un message qui a été lancé par un salarié de GitHub sur Slack. Sur le Slack interne de GitHub. Voilà, à l'occasion des événements, je dirais, tragiques qui sont passés à Washington, la prise d'assaut du Capitole. Et donc, cet employé envoie un message. Donc, c'est notre confrère The Register qui donne ces informations. Donc, il envoie un message en disant « Restez chez vous parce que les nazis investissent le Capitole ». Et donc, il y a un autre employé qui a trouvé cette appellation nazie très discutable. Il en a référé aux ressources humaines. Les ressources humaines ont dit on va se poser, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Et au bout de 2 jours, ils ont quand même, viré, on va dire, le salarié en question, parce qu'il y avait cette utilisation, selon l'entreprise, discutable du mot nazi, nazi ou néo-nazi d'ailleurs. Donc franchement, de la part de GitHub, c'est pas terrible. D'ailleurs, il n'est pas impossible que ça vient de se passer, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des recours qui se fassent. C'est d'autant plus paradoxal que... Honnêtement, en termes d'image, on peut faire mieux. Déjà, dans la réalité, faire ça, je vois pas
enfin, c'est très discutable, mais en termes d'image pour GitHub, c'est très mauvais. Donc, en plus, on peut préciser que le salarié en question était de confession juive, donc ce qui rajoute évidemment un point important en termes de sensibilité. Et j'allais dire, au moment où Arnold Schwarzenegger a fait une contribution remarquée, en comparant du fait de son origine autrichienne avec La Nuit de Cristal. La Nuit de Cristal, contribution qui a été quand même assez appréciée. Effectivement, et chez GitHub, évidemment. Oui, dans les images qu'on a en tête, bon, effectivement, ils ont tous été appréhendés d'ailleurs, enfin pas tous, mais ceux qui ont été assez mis en avant. En termes d'image, il y avait le gars qui portait un drapeau confédéré en plein milieu du Capitole. C'est la première fois que ça arrive, donc c'est quand même assez incroyable. Et puis il y avait ce type aussi, ce barbu là, qui avait un t-shirt Camp Auschwitz. Oui. Il a été aussi appréhendé. Donc, vous voyez, quand on parle de nazis, finalement, on n'est pas très loin. On voit un t-shirt comme ça. Bon, en tout cas, ensuite, au prochain épisode, que GitHub va corriger ça assez rapidement. Très bien. Écoutez, j'espère que ça sera entendu. Merci encore une fois Guy pour cette analyse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très beau week-end parce qu'il approche. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.